Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Après les inondations qui ont secoué la France, les agriculteurs finistériens s'organisent pour soutenir la production française. Explication dans ce journal. La cathédrale de Saint-Paul-de-Léon se refait une beauté et le Bourdon est en pleine restauration. On découvre le chantier tout de suite. Et avec notre invité, on vous parle d'une maladie qui touche 150 000 Français chaque année, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. On en parle avec le docteur Mérien. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes neurologue au CHU de Brest et avec vous on fait le point sur cette maladie dans un instant. Et puis on retrouve aussi Benjamin Bréon dans cette édition. Alors Benjamin, vous nous parlez encore foot cette semaine. Ouais, c'est un peu maintenant ou jamais. Hein. C'est vrai qu'on est à une journée de l'Euro, c'est demain, ça commence demain. Et il y a aussi la brève de chambre dans un instant, mais tout de suite le point sur l'actualité de ce jeudi 9 juin en Finistère et en région. Manifestation encore ce jeudi contre la loi travail. Dans le département, la mobilisation s'essouffle. À Brest, dès 5h30, une cinquantaine de manifestants se sont installés au port de Brest. Un barrage filtrant a été mis en place avant un retour à la normale de la circulation vers 9h. Les rassemblements ont été peu nombreux. À Morlaix et Quimper, quelques retraités ont manifesté. En revanche, à Rennes, plus de 1000 personnes se sont mobilisées. Social, toujours, et cette annonce, la suppression de 230 postes à l'hôpital des armées de Brest. Le projet de restructuration a été présenté ce jeudi par Jean-Marc Debonne, le directeur général du service de santé des armées. Il était à Brest pour signer une convention entre l'hôpital des armées et le CHU de Brest. Des transferts de compétences sont en jeu, une venue qui a suscité la colère des personnels civils de l'hôpital. Ils n'ont pas été conviés à cette rencontre, mais ils ont occupé la salle. On écoute Jean-Marc Debonne au micro de Frédéric Lorenzon. Et cela va se traduire par effectivement une diminution de postes au sein de l'hôpital sur la période de maintenant, 2016, jusqu'à la période 2020. Une diminution qu'il faut qualifier de significative, puisqu'elle va concerner à peu près 20 à 21% des postes de l'hôpital. Donc ça, il faut le dire. Et ça, bien sûr, est quelque chose qui est difficile à comprendre pour les personnels. Ici, à Clermont-Tonnerre, vous le savez, il y a un service d'urgence qui a une activité importante. Et cette activité, aujourd'hui, ne peut pas être reprise intégralement par les autres établissements de santé de la ville. Nous maintenons un service d'urgence à Clermont-Tonnerre. Un service d'urgence maintenu au niveau d'activité où il est actuellement. Donc nous maintenons en centre-ville de Brest ici une offre de soins de médecine spécialisée et de médecine interne importante, que nous allons là encore construire ensemble. Même si nous, militaires, sommes très attachés à la médecine interne, à l'infectiologie, nous garderons également des capacités en gastroentérologie, en cardiologie, en pneumologie, éventuellement dans d'autres spécialités, mais alors pour le coup en partenariat, parce que nous ne pouvons pas seuls les maintenir. Et colère également au collège de Kiralé à Brest. Les professeurs de l'établissement demandent toujours à intégrer le réseau d'éducation prioritaire renforcé, dire REP+. Ils se sont rassemblés ce jeudi devant le collège. Ils dénoncent la différence de traitement entre les départements français. On écoute Sounia Kalfaoui, conseillère principale d'éducation au micro de Frédéric Lorenzon. Lors de notre audience l'année dernière avec le recteur, il nous a expliqué que les choses étaient posées et que c'était maintenant terminé, qu'on verrait ça en 2019. Le souci, c'est que récemment, on a appris que dans une autre académie française, donc en Guyane, 10 établissements vont passer en REP+, à la rentrée de 2016. Donc là, les collègues ayant appris cette nouvelle-là se posent des questions. Oui, s'il y a effectivement une erreur au niveau du collège de Kiralé, comment se fait-il qu'elle ne puisse pas être réparée également en 2016, donc à la rentrée de septembre 2016 ? Il est vrai qu'avec le REP+, nous avons une prime, mais que nous avons déjà en éducation prioritaire. Donc ça n'est pas du tout l'objectif premier de notre engagement aujourd'hui. Ce que l'on mène aujourd'hui, c'est avant tout pour nos élèves, parce que nous voyons des difficultés croissantes dans l'établissement et nous sommes tous les jours alarmés et attristés par la situation d'élèves que l'on peut avoir dans l'établissement. Dans le domaine de l'agriculture, l'entreprise Saveol a décidé de venir en aide aux maraîchers touchés par les inondations de ces dernières semaines. Les producteurs finistériens se mobilisent dans le but de fournir à leurs homologues du matériel. Les explications de Thomas Piguel. Les fortes pluies, la grêle et les inondations de ces derniers jours ont provoqué des pertes considérables dans beaucoup d'exploitations maraîchères de l'ouest et du centre de la France. Au siège de Plougastel, les 120 adhérents de Saveol
spécialisés dans la production de fraises et de tomates, ont décidé de se mobiliser. On a réfléchi pour mettre des solutions en place, donc soit par des dons de matériel ou du prêt de matériel. On a réfléchi aussi éventuellement à faire semer des plants de salade ou d'autres légumes par nos producteurs de plants locaux qui ne sont pas touchés, et solliciter aussi nos maisons grainières pour pouvoir libérer des graines nécessaires au ressemis en juillet. Et on a des bons contacts avec nos producteurs de plants, donc c'est des mini-modes de salade, ça peut être de la graine de carotte, du plant de poireau, enfin, etc., selon leurs besoins. Reconnue catastrophe naturelle pour 782 communes touchées par les intempéries dans l'Hexagone, les dégâts sont nombreux et certains vont sans doute subir de lourdes conséquences. Arrivait en pleine saison de légumières, donc c'est des récoltes complètement anéanties, sachant que très certainement ils ne pourront pas ressemer directement, il faudra attendre juillet ou août avant que les terrains soient ressuyés et puissent accepter d'autres cultures. Au pire, je pense que les conséquences peuvent être des dépôts de bilan assez massifs, et après une restructuration des exploitations. Donc le problème est assez grave pour qu'on puisse s'en occuper. Après la crise du porc et du lait, l'agriculture française connaît un nouveau cataclysme avec ses inondations. Dans ce marasme, producteurs et agriculteurs semblent pourtant rester solidaires entre eux. À Saint-Paul-de-Léon, la cathédrale Paul-Aurélien se refait une beauté, une opération lourde pour cette bâtisse du XVIe siècle, mais nécessaire. Le monument se détériore, sa sécurité n'est plus assurée. Le reportage sur le chantier d'Océane Laz. Les premiers échafaudages viennent d'être montés et le début des travaux est imminent. Ils commenceront par la tour nord où se trouve le bourdon, la cloche principale de la cathédrale. Depuis les années 80, le bourdon n'a pas sonné car ses vibrations trop importantes menacent de faire s'écrouler l'édifice. La cloche numéro 1, le bourdon, va être déplacée et va être remise et réinstallée 10 mètres en dessous. Donc on va la descendre pour éviter que l'ouvrage souffre encore. Et il y aura aussi un travail sur les mécanismes des cloches qui pourront ressonner après ces travaux. Des travaux qui concernent toute la cathédrale. Le but, rénover une à une les 5 parties du monument qui s'altèrent avec le temps. Ce chantier de grande ampleur devrait durer au moins 5 ans. Il est dirigé par un architecte des monuments historiques et les artisans sont spécialisés pour réaliser au mieux les rénovations sur ce chantier multiple. On a aussi les vitraux qui seront remplacés, refaits et remplacés. On a une partie aussi importante qui est due à l'état, je dirais, dégradé de l'ouvrage, c'est la partie étanchéité. Et pour effectuer tous ces travaux, l'investissement est grand. Le chantier coûtera près de 3 millions d'euros. La mairie ne supporte pas seule ce projet. L'État, la région et le département viennent en renfort. Des travaux coûteux mais nécessaires, comme l'explique le maire. C'est une urgence. C'est vrai que c'est ce qui nous a décidé, pas seulement le bourdon, mais réellement l'état des maçonneries. Il en va de la sécurité de l'édifice, de la sécurité des personnes également. Et puis la cathédrale est l'emblème du Léon. Et l'emblème du Léon à ses visiteurs, les touristes qui viennent contempler le monument, sont un enjeu pour la mairie. Chacun peut participer financièrement à ce projet pour aider la commune dans ce chantier d'envergure. Et on parle maintenant de l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, une maladie dont il est important de connaître les symptômes. Explication avec notre invité. Alors, docteur Marien, vous êtes neurologue au CHU de Brest. Expliquez-nous tout d'abord ce qu'est un AVC, l'accident vasculaire cérébral. Donc un AVC, en fait, c'est un accident. Donc c'est quelque chose d'assez soudain, en fait. Il y a une définition de l'OMS assez ancienne, qui doit dater des années 70, mais qui reste d'actualité. C'est donc la survenue soudaine d'un signe neurologique focal ou brutal. Et d'origine présumée vasculaire. Alors cette présomption en fait a un petit peu changé avec le temps. Avant c'était quelque chose de très clinique, c'était vraiment des symptômes. Maintenant on a d'autres moyens avec des scanners, des IRM qui permettent d'authentifier effectivement ce diagnostic. Et il y a plusieurs sortes d'AVC en fait. D'accord. Voilà. Il y en a 2, c'est ça ? Ça se passe au niveau d'une veine, c'est ça qui relie des vaisseaux en fait. Des vaisseaux sanguins vasculaires, vers le cerveau. effectivement c'est les vaisseaux. Et il y a 2 sortes
le problème principalement qu'on peut rencontrer. Donc ça concerne même essentiellement les artères. Alors, les veines peuvent être aussi touchées, mais ça reste exceptionnel. Mais par contre, les artères sont vraiment le cœur du problème de l'AVC. Ces artères peuvent soit se boucher, en fait, c'est ce qui se passe dans 80% des cas. Un petit caillot qui se met dans la veine, dans l'artère. Qui peut venir de différents endroits, du cœur, d'une grosse artère cervicale par exemple, ou des petites artères profondes à l'intérieur du cerveau lui-même, quoi. Donc ça, ce sont les accidents ischémiques. Et l'autre cas, ce sont les accidents hémorragiques. Cette fois-ci, c'est l'artère qui va se rompre à l'intérieur du cerveau, et donc il y a des lésions par effet mécanique qui vont se produire et qui vont être responsables des symptômes. On imagine qu'il faut réagir très vite quand une personne devant nous fait un AVC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler les urgences? Tout à fait. Donc, déjà, il faut connaître un petit peu les symptômes d'AVC. Il y a des signes avant-coureurs. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on doit repérer? Alors, il y a le problème, effectivement, par rapport aux infarctus du myocarde, où c'est une douleur dans la poitrine et c'est assez simple. Dans le cadre de l'AVC, c'est beaucoup plus varié, en fait, comme symptômes. Les symptômes classiques qu'on va pouvoir rencontrer, ça va être une hémiplégie, c'est-à-dire le côté qui ne fonctionne pas, en fait. D'accord. Donc, si on a un membre qui se paralyse, un côté du visage qui ne fonctionne plus, on s'inquiète. Une asymétrie au niveau du visage. Voilà. Une hémiplégie. Les autres symptômes qu'on rencontre fréquemment, c'est une aphasie, c'est-à-dire c'est un trouble du langage. Les gens ont soit du mal à comprendre ce que les autres personnes disent, soit à s'exprimer. Souvent, c'est plutôt l'expression qui est très perturbée, donc une difficulté à s'exprimer. On peut avoir aussi des troubles visuels, c'est des choses assez fréquentes aussi. Il y a plein de sortes de troubles visuels qui existent. Ça peut être une amputation d'un champ visuel d'un côté, la vision d'un œil, une vision dédoublée, une vision anormale en fait. Mais ces symptômes à chaque fois sont soudains et s'installent brutalement par rapport à d'autres causes de symptômes neurologiques qui évoluent plus progressivement. D'autres symptômes importants, allez-y, terminez, oui, c'est important. Il y a les vertiges, effectivement, c'est plus rare, mais ça peut se passer. Et les céphalées. Une céphalée aiguë, c'est quand même des symptômes importants, effectivement. Un gros mot de tête. Ouais, qu'est-ce qu'on fait si on sent ces symptômes? On va voir un médecin tout de suite? On va aux urgences? Le mieux, c'est de faire le 15 ou le 112, en fait, de passer par le SAMU, en fait, qui va réguler le patient. C'est-à-dire qu'il va choisir le moyen de transport le plus adapté pour l'amener dans le centre le plus adapté en fonction de ses symptômes. Parce qu'effectivement, c'est important de prendre en charge rapidement les AVC en général et certains en particulier. Entre le symptôme et l'attaque, on a combien de temps? Le plus tôt et le mieux. Le plus tôt possible. Voilà. C'est vraiment avant-coureur. Si vous voulez m'arracher une durée, non, en fait, c'est surtout dans le cas des. Enfin, le message, c'est vraiment réagir très vite, en fait, parce que effectivement, on a une durée limite au bout de laquelle on peut plus utiliser les soins qu'on peut proposer, mais il faut savoir qu'à chaque minute qui passe, il y a des kilomètres d'axones qui sont, il y a des portions importantes de cerveau qui sont détruites en fait à chaque instant qui passe en fait. Et on augmente le risque de conséquences. Tout à fait, évidemment, parce que ce sont des destructions irréversibles. En fait, c'est surtout en fait dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral ischémique quand l'artère se bouche en fait. Il y a, dans un premier temps, en fait, l'artère qui se bouche, un dysfonctionnement fonctionnel, c'est-à-dire que si le flux sanguin revient, il n'y aurait pas de conséquences. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il va y avoir un noyau de nécrose qui va progresser, qui va recouvrir la zone de pénombre qui peut récupérer. Donc le principe, effectivement, dans ces cas-là, c'est d'essayer de déboucher l'artère de plusieurs manières, soit de manière médicamenteuse, soit mécanique, en fait, quand c'est un accident ischémique. Combien est-ce que de personnes vous traitez chaque année au CHU de Brest pour l'AVC? Il y en a 800, 900 par an, en fait, donc ça fait 3 patients par jour, donc c'est une pathologie maladie très qui est assez fréquente. Plus de 150 000 patients par an, comme vous disiez, en France. Je lisais le lien entre hypertension et AVC. Qu'est-ce que c'est? Si on a de l'hypertension, il faut là aussi faire attention? Voilà, alors en fait, l'AVC c'est effectivement un événement, un accident, comme on disait, mais c'est aussi une maladie qui peut être prévenue. C'est-à-dire que quand on a fait une fois un accident vasculaire, on a plus de risques que les autres personnes d'en faire, et si on contrôle un certain nombre de facteurs, on va réduire ce risque et on va essayer de revenir au risque de la population générale, qui est faible en général, qui augmente avec l'âge effectivement, et parmi ces facteurs, l'hypertension artérielle en est un très important effectivement. Donc il y a un certain nombre de pathologies, hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, qui peuvent être contrôlés si on améliore les paramètres de tension artérielle, de mauvais cholestérol, de LDL cholestérol ou de taux de sucre dans le sang dans le diabète. On va réduire effectivement le risque de survenue d'un événement vasculaire. Alors,
En plus, l'avantage de traiter ces facteurs de risque, c'est que ça va prévenir un AVC, mais ça prévient aussi d'autres pathologies vasculaires. Il y a le cœur qui peut être touché, l'artériopathié en des membres inférieurs. Donc si on a une hypertension, on ne prend pas ça à la légère, on essaie vraiment de se faire soigner le mieux possible. L'AVC, c'est la première cause de handicap physique de l'adulte en France. On va tout de suite justement regarder un reportage. Alors on a rencontré une des victimes de cette maladie, il s'appelle Pierre Inge et il relie en ce moment en vélo couché Brest à la Mayenne, un défi physique que ce Breton relève haut la main. Il a été victime d'un AVC en 2007 et il parcourt la Bretagne pour sensibiliser la maladie. Margot Durand a suivi Pierre Inge à Combrit où il faisait étape. Je n'ai pas de revanche à prendre sur la vie car la vie, elle m'a miraculeusement épargnée. Aller de l'avant, se dépasser, rire, voilà les seules motivations de Pierre pour le défi qu'il s'est lancé. Un tour de Bretagne de 1000 km à bord de son vélo couché. En 2007, après un accident vasculaire cérébral, cet ancien paysan a décidé que la vie ne s'arrêtait pas avec le handicap. Je suis un homme comme tout un chacun, mais moi je veux prouver qu'on est capable de faire des choix qui sont différents avec un handicap. Pierre a gardé des séquelles de son accident, notamment des difficultés de langage, une aphasie qui s'est atténuée par un travail de longue haleine, mais aussi par la force des choses. C'était un peu médiatisé, donc tous les journalistes qui me voyaient une fois tous les 2 jours, ils me posaient toujours des questions, il fallait que je réponde. J'ai entendu que des progrès. Chaque année en France, près de 150 000 personnes sont victimes d'un AVC. Ce type de projet porté par les antennes locales de France AVC, c'est avant tout un message d'espoir et de sensibilisation. Ce qui nous pousse à conduire des projets de ce type-là, il y a 2 choses. C'est de faire de la prévention et de l'information. C'est pour nous très important parce que c'est quand même le cœur de notre vie associative, mais c'est aussi de travailler avec nos adhérents, de les aider à construire leurs projets parce qu'ils ont vraiment une dynamique de solidarité. Il y a de gros messages d'espoir. Ce sont des défis à la fois humains pour la personne qui entreprend son projet, mais aussi humain parce que c'est la notion de partage. Pierre, quant à lui, est déjà reparti. Il sillonnera les routes bretonnes jusqu'au 23 juin prochain. Terminus, Bourgon, en Mayenne, sa ville natale. Alors vous nous disiez, docteur Marin, qu'il fallait surveiller les symptômes avant-coureur. Est-ce qu'il faut aussi surveiller son environnement? Est-ce que voilà, une vie saine, on imagine? Donc on parlait un peu des facteurs de risque vasculaire. Il y a certains qui sont des maladies un petit peu en soi aussi, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol. Mais il y a des facteurs environnementaux aussi, sans parler de maladies, effectivement, qui sont très importants et qui peuvent permettre de réduire le risque de survenue d'événements vasculaires, en fait. Donc, en fait, on sait un petit peu tous ce que c'est. Il faut juste le faire, en fait. Donc, voilà. C'est bien de le répéter, on sait jamais. Le tabac, clairement, on sait que c'est un des facteurs qui favorise en fait l'athérome au niveau des artères. Donc, c'est un facteur très bien connu d'événements vasculaires. La sédentarité liée un petit peu à l'obésité aussi. Un petit peu de sport. Voilà, l'activité physique régulière. Est-ce que beaucoup d'activités physiques diminuent ce risque? Ou est-ce que c'est juste ne pas en faire qui l'augmente? Est-ce que regarder l'euro, ça suffit ou est-ce qu'il faut aller faire du foot? À partir d'un certain niveau, je pense, d'activité physique, les gens ont une qualité de vie, une vie relativement saine en fait, qui les protège dans une certaine mesure. Alors, on a beau parfois tout bien faire, ça peut quand même arriver. Mais ça réduit, on met vraiment plus de chances de son côté, effectivement, en faisant les choses comme il faut. L'alimentation est quand même aussi un des éléments importants. Pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré. Faire ses aliments soi-même, manger du poisson, voilà. C'est des fibres, c'est des choses qu'on connaît, mais il faut le faire. Rapidement, à Brest, dans le Finistère, les structures, les associations qui peuvent aider les personnes qui ont subi une AVC ou les proches même des
des victimes. Donc en fait, il y a une association dont on a vu un petit peu dans le reportage, France AVC, avec une antenne donc, dans le Finistère, France AVC 29. Donc il y a une antenne sur le sud Finistère, basée à Fouesnant, je crois. Hein. Donc on peut les contacter, tout ce à sont fait. de bons conseils. Tout à fait. Oui. Donc ils ont un site Facebook qui est très bien fait. Tout à fait. Ouais. Donc ils sont de très bons conseils. Alors il y a une antenne effectivement sur le sud Finistère et très récemment on a créé une antenne également dans le nord Finistère parce que c'est vrai que c'est un petit peu loin quand même. Hein. Les patients, c'est parfois pas facile de se déplacer aussi loin. C'est important rapidement de garder un lien, voilà, d'essayer de se faire soutenir dans cette face à cette. Je crois que c'est important d'être bien entouré. Il y a son entourage proche d'une part. Il y a les soins médicaux, les soins paramédicaux qui sont importants, mais ce type de support par des associations de patients qui ont vécu aussi les choses et leurs proches, c'est tout à fait utile effectivement. Donc je crois qu'ils font également des réunions avec des groupes de parole, avec des psychologues qui peuvent venir. Donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant effectivement au décours d'un AVC. Ouais. Merci beaucoup, Dr Mérien, neurologue au CHU de Brest, d'être venu sur notre plateau. On va évidemment laisser toutes les coordonnées des associations sur notre site internet www.tbo.bzh. Et on passe tout de suite à la chronique web de Benjamin Bréant. Et Benjamin, encore du foot cette semaine Ben oui, vous nous avez du concocté foot, une équipe de France de Twitter. C'est merveilleux comme concept. C'est du foot pas forcément recommandé par le docteur Mérien. En tout cas, ce beau sport qui est le foot à la télé est en train de connaître une véritable révolution. Alors, je ne parle pas du foot sur le terrain, non, je parle du foot qui se pratique dans un canapé avec bière et pizza. C'est tout ce qu'on a dit qu'il fallait pas faire. Donc on fera petite carotte et jus de fruits ou voilà, un truc plus sain. Exactement. Voilà. N'empêche qu'il y a beaucoup plus de joueurs à se foot sur canapé qu'au vrai football. Alors c'est une révolution qui est aussi valable pour les émissions politiques, pour la télé-réalité, pour tous les autres sports télévisés. Cette révolution, bien sûr, c'est Twitter. Avec, c'est mieux que sans. Tacle au niveau des genoux, hors-jeu systématique, jeu de main, jeu de vilain. Le mauvais esprit a trouvé son terrain de jeu. Et comme ce sera peut-être pour certains de nos téléspectateurs l'occasion de franchir le pas et de se mettre sur Twitter pendant l'Euro, je vous ai concocté une équipe de Twitter spécial Euro avec même quasiment que des Bretons, contrairement au terrain où ils se font assez rares. Alors on trouve qui dans cette équipe? Alors, dans les buts, j'ai mis un nom breton, voilà, c'est pas grave, mais il est incontournable. C'est Philou Sport, c'est l'homme aux 62 000 abonnés, c'est un adepte des mini-séquences vidéo sur le vif, des relances en profondeur. Devant, en revanche, il n'y a plus que des Bretons. À l'ouest, Mèche Tuyau, un Brestois envoyé spécial au Québec, mais comme là-bas aussi ils ont la télé, ils devraient pouvoir passer l'Euro à nous comparer Griezmann et Grougy et à trouver que Grougy, c'est quand même mieux. En défenseur central, notre ancien collègue du Télégramme et toujours confrère, même s'il n'est plus au Télégramme, Yoann Rioux de Guingamp. Et à gauche, forcément, avec un nom pareil, Patrick Prolétaire, qui se définit lui-même comme un latéral breton rugueux qui tacle tout ce qui bouge. Au milieu de terrain, un troll de compétition, le Quimpérois Alex Cariou, distributeur de balles blindées. Bon, il ne faut pas être allergique à la provocation. Plus soft à côté de lui encore que plus soft. Bon, les deux milieux offensifs que sont Quentin Guéguin, dit Quentin BZH et Christian Bourpif de Lorient. Et devant, puisqu'on nous serine, les joueurs nous serinent à longueur d'interview que l'important c'est le collectif et l'esprit d'équipe et tout ça, je vous ai prévu une brochette de journalistes du Télégramme, un petit peu de corporate vite fait, des spécialistes du foot, donc en guise d'animateur du jeu, le compte Télégramme Sport, avec lequel on pourra suivre bien sûr sous l'Euro, et devant lui en avançant, notre envoyé spécial auprès des Bleus, Maël Moisan. Je leur ai mis deux ailiers de choc spécialistes des coups francs en 140 signes, Dom Morvan et Laurent Aquilo, qui méritent d'être suivis. Et donc avec ces 11-là, normalement, l'équipe de France de Twitter gagne l'Euro de Twitter. Oui, alors attention, je vous promets pas des grands moments d'analyse pointue ni des infos factuelles super précises, encore que tous les gens que j'ai cités sont de véritables spécialistes du foot, pas des gens comme moi qui n'y connaissent rien. Mais bon, pour le sérieux, il y a des tas de comptes sérieux, et pour la com lénifiante, type le groupe vit bien, blablabla, il y a les comptes officiels. Non, ma sélection, en gros, c'est le FC Potache sélectionné pour l'Euro. Alors vous allez me dire qu'avec tout ça, on risque de passer plus de temps les yeux sur Twitter que sur le match. Eh ben, franchement, c'est possible. Mais ça vous apprendra quelque chose, c'est que même des 0-0 moisis peuvent être de grands moments, pas forcément des moments de foot, mais des moments de rigolade, et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Benjamin, et j'ai hâte de voir ce que cette équipe de Twitter de Tweetos va faire pendant cet Euro. Allez, on découvre tout de suite notre chroniqueur, maître de l'impro. Il nous parle de méiophone. Je ne sais pas ce que c'est dans la brève de chambre.
Salut! Qu'est-ce que la méiofaune? C'est ce que nous allons essayer de découvrir, Romain Abasque et moi-même, en visitant l'Ifremer au Technopole de Plouzané. Enquête! C'est cool. Là, Daniela, c'est ton bureau. Bah oui, c'est mon bureau là. T'as une jolie vue dans ton bureau. Ouais, c'est pas mal là. Pédalo. Là, ici, tu auras quelque chose comme quelques centaines de petits vers. Des vers tout moches, qu'on voit pas avec les yeux, on voit seulement avec un microscope. D'accord. Après, on a une dizaine de quelques petits crustacés, un style des mini crevettes, mais qu'on voit pas avec les yeux. Et là, on leur marche dessus, ça leur fait pas mal. Non, ça passe, ça passe pas mal. Parce que tu leur as demandé. J'étudie les grosses bestioles qui vivent sur le fond, entre 400 et 1000 mètres de profondeur. On va envoyer un robot qui est téléguidé depuis la surface. On va commencer par passer l'aspirateur sur une zone. Vous avez inventé un robot pour aller passer l'aspirateur à 2500 mètres sous l'eau. Tout à fait. Je suis ingénieur chimiste et mon métier c'est de caractériser la chimie des environnements profonds abyssaux. Ça c'est un analyseur élémentaire carbone-soufre. Et ça? Un analyseur carbone-azote-soufre. Et ça? Un analyseur carbone-azote-soufre. Et ça? Un appareil qui sert à mesurer l'oxygène dans l'eau de mer. Et ça? Un pH mètre. Et le lave-vaisselle là, c'est quoi? Ça, c'est une étuve pour sécher les sédiments. Et le truc qui ressemble à une imprimante pourrie là, c'est quoi? Ça, je sais pas, je m'en sers jamais. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un banc pour analyser le CO2. Le CO2? Ah, le dioxyde de carbone. Oui, bah c'est bon, je sais. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit thermos. On peut mettre du café? Tu peux mettre du café, tu peux mettre de la glace, tu peux mettre de l'azote liquide dedans si tu veux. C'est bon l'azote liquide? Il n'y a plus de mine dans ton stylo? C'est une pipette. Et ça c'est quoi? N'oubliez pas d'être formidable. Romain? Et j'arrive. Et vous retrouvez Romain et Sébastien au Vauban à Brest le 29 juin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée.